François Dumoulin, qui est quelqu'un de très, très, très méthodique, qui était en charge de la gestion des données numériques, qu'on appelle le Data Wrangler. Et puis, je crois qu'ils se sont partagés la tâche, Marc-André et François. Sur certains shoots, c'est Marc-André qui était présent avec nous, puis l'autre moitié, François. François a fait aussi la moitié du montage avec Marc-André. Et chose que j'ai adorée pendant cette expérience-là, c'est que François m'a proposé de travailler un petit peu chacun chez soi. Il faut que je vous raconte qu'au mois d'octobre, quand il y a eu le shooting extérieur, moi, j'ai été seulement dans une des 4 villes. En fait, 2. J'ai Montréal puis Sherbrooke, je suis allé. Mais Québec puis Gatineau, je n'ai pas pu y aller parce que ma femme était sur le point d'accoucher. Elle a accouché dans ces jours-là de notre 3e enfant. Puis, je ne voulais pas manquer ça. D'autant plus que ça a eu lieu chez nous. Fait que c'était super cool. Mais c'était correct? Oui, alors moi, je faisais super confiance. J'ai fait la première journée qu'eux autres, c'était parfait. Je disais, allez-y, faites les autres villes, amusez-vous, vous savez ce que je veux. Et puis, tout ça pour vous dire qu'au moment du tournage, en février, là, le bébé était encore tout petit, puis moi, j'avais envie d'être plus chez nous que dans une salle de montage. Fait que François puis Mathieu faisaient le montage. François et Marc-André faisaient le montage, et puis moi, j'avais droit à des belles séances de work in progress à travers Final Cut Theater. Il y en a-t-il qui connaissent ce feature-là? Si vous ne le connaissez pas, dans l'éventualité, essayez-le. Naturellement, c'est sur Final Cut Pro 7. Ce n'est pas encore sur 10, mais ça devrait venir un jour ou l'autre. Alors, tout ça pour vous dire que ça a été bien apprécié parce que chacun chez soi, on travaillait très fort tous les soirs après nos jobs respectifs. Et puis, on se faisait des petites séances de montage à travers ça. Alors, François, je crois que ça y est. C'est une slide qui t'appartient. Donc, comme il l'expliquait, dans le fond, on a vraiment séparé la moitié des tournages avec Marc-André. Donc, dans le fond, à ce niveau-là, c'est hyper important d'avoir la même méthode de travail pour moi et Marc-André pour pouvoir se retrouver. Si un ou l'autre, on prenait le relais pour pas qu'on se perde finalement dans notre façon de faire. Ce qui est le fun, c'est que la méthode qu'on a appliquée, c'est la même qu'on vous montre depuis le début de l'arrivée du Staples. Donc, en fait, on avait la carte mémoire qui arrivait de la caméra, qui, via le lecteur de carte, tout est opéré carrément avec un MacBook Pro, donc avec un laptop. On faisait une copie sur un disque, dans ce cas-ci un G-Tech, mais sur un disque de travail, sur lequel on avait commencé déjà à faire le montage. Et avec un espèce de toaster, dans le fond, qu'on appelle, on se faisait des copies sur des disques SATA pour tout le temps avoir un backup. Comme ça, si notre disque de travail était ou avait un pépin, mais on avait un backup pour pouvoir le réutiliser par la suite. Pour pouvoir récupérer nos données. Et en même temps, mais vu qu'on avait accès, parce que les cartes SD sont un peu plus abordables, donc vu qu'on avait plusieurs cartes SD pour le tournage, mais on gardait dans un coffret chacune des cartes, juste à temps au moins que les clips soient numérisés dans Final Cut pour vous confirmer que les clips ne sont pas corrompus, qu'on peut vraiment les utiliser sans problème. Et en même temps, c'était une troisième sécurité. Donc si jamais il y avait un problème avec les 2 disques durs, du genre que l'auto arrive, tombe dans un lac, ils vont avoir un problème, au moins si on est chanceux que les cartes sont dans un autre endroit, c'est comme une troisième sécurité finalement. L'avantage du MacBook Pro qu'on avait aussi, c'est qu'on a la carte eSATA, donc on peut brancher soit notre disque G-Tech ou le toaster en eSATA, donc le taux de transfert est beaucoup plus rapide que si on est en Firewire. Donc ça, c'était la partie qui est du kit de travail, et on s'entend que c'est vraiment pas très gros, parce que c'est une petite surface de travail, un coin de bureau dans l'hôpital, ça rentrait bien sans problème. Au niveau de la méthode de classement, donc dans le fond, la façon qu'on fonctionnait pour l'archivage des cartes, on faisait tout simplement prendre le contenu intégral de la carte SD qu'on recevait, qu'on copiait dans un dossier sur le disque. Donc, dans notre cas, on avait commencé le tournage en janvier, donc dans le tournage janvier 2011. On continue. Donc, c'est ça, le tournage étant au mois de janvier. Par la suite, on avait plusieurs locations, donc 5 locations, donc un dossier par nom de ville où on tournait pour les hôpitaux. On avait créé un dossier carte SD, donc c'était vraiment la copie intégrale des cartes mémoire qu'on recevait de la caméra. Dans le cas de Sherbrooke, on a tourné 3 cartes mémoire au total, donc carte 1, carte 2, carte 3. Et l'intégralité de la carte, dans le fond, c'est un dossier private dans lequel tous les fichiers étaient inclus. Donc, ça faisait en sorte que, en copiant de cette façon-là, on ne détruisait pas la structure de la carte. Donc, Final Cut sans problème par la suite, à l'importation, allait reconnaître le fichier. Donc, ça nous aidait à travailler. Au niveau du dossier, donc, on avait le ingest, dans le fond, qui était le ProRes qu'on numérisait via la carte. Qu'on appelle non flippé, parce que comme Yves l'expliquait, avec le Pro 35, l'image est à l'envers, donc c'était une première étape
pour travailler, dans le fond, on avait juste, dans le cas, ce que je montrais tantôt, à faire une rotation de 180 degrés. Tout devient quand même real-time, l'envers, puis on peut commencer à monter. Sauf qu'à long terme, on s'est dit, bon, quand on va aller au niveau du online, au niveau de l'étalonnage, ça serait fun d'avoir une image qui est droite, finalement, qui n'est pas à l'envers. Et étant donné qu'entre mes copies de cartes, j'avais du temps aussi à tuer, finalement, bon, on a parti avec le laptop des batchs de compression avec l'image qui était à l'endroit pour avoir finalement une image plus travaillable par la suite. Donc, à ce niveau-là, ça ressemblait à ça par rapport à la structure du disque dur. Étant donné justement qu'on était pas trois, mais moi et Marc-André travaillé, puis que bon, le processus, le tournage est terminé, on n'a pas fini de faire les conversions de clips, soit au niveau de la numérisation des cartes SD, soit au niveau de l'export du flip finalement. Donc, pour que ce soit clair pour un ou l'autre de se retrouver finalement dans où est-ce qu'on est rendu dans les démarches. Mais j'avais créé un petit tableau finalement avec dans le fond, le projet, donc sur le disque du projet qui est un 3 Tera, quelle carte a été copiée, qu'est-ce qui a été flippé ou pas, ou pour savoir exactement ce qu'on a. Et en même temps, on avait un disque backup 1, backup 2. Donc, avec le toaster, on se faisait 2 copies à la fois. Donc, on pouvait savoir, bon, sur que le premier disque, on avait toutes les copies de cartes SD. Et sur un autre, on se faisait aussi une copie des médias déjà flippés. Mais en fait, on s'entend qu'à ce niveau-là, le plus important, ça reste vraiment la carte SD. Parce que le clip qui est à l'envers, en ayant la carte SD, même si on perd cette donnée-là, on peut aller la rechercher sans problème. Même chose pour l'image qu'on a exportée qui est flippée, qui est reflippée finalement dans le bon ordre. On peut aller le rechercher en autant qu'on ait l'original. Mais vu qu'on avait l'espace de disque dur, on gardait tout en parallèle pour pouvoir travailler à ce niveau-là, qui était quand même intéressant. Mais que si on avait été plus limité au niveau des disques durs, on aurait pu au fur et à mesure faire un clean-up et garder l'original plus l'image à l'endroit. Donc, je vais aller dans Final Cut pour vous montrer un peu comment on fonctionnait, en espérant que je ne vais pas trop me mélanger avec le trackpad que j'ai mis ici. Tes flips, tu les as fait avec Final Cut. Comment? Toi confortable. Ah oui. Une belle démo. Je suis ici. On les faisait carrément avec Final Cut. Oui. Oui, mais dans le fond, avec compression, on pouvait-tu faire une rotation ou un flip? Y avait-tu un filtre? Ça se pourrait, je n'ai pas essayé. En fait, Marc-André avait parti le projet. On avait réalisé qu'on pouvait mettre soit le filtre vidéo flip ou flop, dans le fond, pour le ramener, ou faire une rotation de 180 degrés, ça revenait au même. Donc, dans le fond, on importait les clips que je montrais tantôt, aussitôt que le Final Cut va ouvrir. On pouvait coller les attributs sur la batch, puis par la suite, on recopie dans une bin, puis on fait un batch export dans Final Cut. Tu peux fermer le Keynote, il est très lourd. Aussi. Donc, quand on disait tantôt que l'image est à l'envers, en fait, on marque que la tête est de l'autre côté. Donc, vraiment, en fait, je vais y aller vraiment par étapes. Donc, dans le fond, on importait la carte via Log and Transfer de Final Cut. Donc, en principe, j'ai encore une carte que j'ai loadée qui était de Gatineau qui est là. Ce que j'aimais bien à ce niveau-ci, au niveau de l'importation pour se retrouver, j'avais fait ce qu'on appelle dans Final Cut 7 un name preset que j'avais créé sous le nom de Québec Transplant, en fait. Et au niveau du preset, j'avais tout simplement dit, j'aimerais savoir un custom name que je peux personnaliser, donc le nom de ma ville, où ce qu'on a tourné, plus un counter, plus donc un numéro de clip, de sorte que quand j'importe ma première clip, on commence avec le 001, 002, 003, deuxième carte, donc pour avoir finalement une numérotation des clips pour que ce soit plus facile à travailler. Donc, en important le clip ou la carte plutôt dans le Log and Transfer, bon, tout simplement ce que vous avez probablement déjà vu dans nos présentations, on faisait un Add to Selection pour l'importer dans le Final Cut. Et ça nous donnait, il ne faut pas cliquer, et ça nous donnait dans le fond, comme je disais tantôt, un clip qui est à l'envers. Donc, pour pouvoir ramener le clip en endroit, la seule chose qu'on faisait, c'était dans le fond de double-cliquer sur le premier. On faisait une rotation à 180. Donc, on obtient un clip qui est à l'endroit. Et par la suite, en amenant tous mes clips que j'importe finalement dans le logiciel. Oups. Donc, en l'important dans le fond, puis en appliquant dans le fond, en faisant un copier-coller les attributs. Donc, edit, paste attribute. Je n'ai pas copié l'attribut en question. Mais ça venait le copier sur la batch au complet. Donc, une fois que tout ce processus-là est fait, je pouvais me créer une bin que j'ai appelée un exemple export, donc les clips à exporter, copier l'ensemble de mes clips dans export.
Et automatiquement, bon, si je regarde cet exemple-là, l'attribut de la rotation, il a gardé en considération. Donc, en faisant un export, donc file, on va y arriver, batch export, bien de là, c'était facile de dire, exporte-moi tous ces clips-là dans la bonne position d'image, finalement, dans la bonne rotation. Et par la suite, sur le disque, on avait une copie qu'on pouvait retravailler dans le même format de travail, donc dans ProRes sans problème, et dans le bon ordre aussi. Donc, pour ça, c'était la partie qui était intéressante à travailler. Si je prends l'exemple ici, tantôt, je disais que oui, on pouvait juste faire une rotation et déjà travailler au niveau du offline, mais dans le cas du MacBook Pro qu'on a actuellement, mais même en faisant la rotation, le ProRes en rotation 180, il ne le reconnaît même pas, donc c'est vraiment non rendu. Dépendant aussi du type de machine qu'on a, ça peut être plus laborieux à travailler. Donc, l'idée d'exporter est plus lent, c'est plus long en tant que tel. Au niveau du tournage, pendant que j'entendais les autres cartes mémoire, j'avais le temps de le faire. Je pense même que quand on le faisait, à la fin, on roulait avec 2 MacBook Pro, donc un qui faisait la conversion, l'autre pour l'ingest finalement des cartes. Donc, ça prenait pas vraiment plus d'espace sur la table à rouler à 2 laptops, on faisait les 2 jobs en parallèle. Et par la suite, c'est ça, mais quand on arrivait pour faire le montage offline, les clips étaient déjà dans le bon format, la bonne rotation, puis c'était facile à travailler. Fait qu'au niveau de l'ingest, ça ressemble à peu près à ça par rapport au data wrangling. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui? Les disques durs SATA dans le toaster, Oui. quelle vitesse? Est-ce que c'est une question par rapport à avoir d'autres disques durs externes? Probablement, je te dirais oui, c'est une question de coût dans le sens que le disque coûte moins cher, le disque SATA, que d'avoir vraiment un disque dans un boîtier. On avait en plus des espèces de petits boîtiers aussi pour pouvoir transporter des disques SATA, donc ça se transporte assez bien. Mais c'est sûr que pour le prix, je pense que oui, c'est vraiment une question dans le fond, on peut avoir plus de capacité pour le même prix que si c'est un boîtier vraiment à part. On avait un disque de travail puis 2 backups qu'on splittait dans toutes les autos pour que ça soit toujours à la même place, dans la même valise. Et pour ce qui est du eSATA, à quel point peut-il faire un voyage? Est-ce que c'est assez là, pour dire à la fin de la journée, j'ai sauvé du temps? Ah oui. Oui, oui, de mémoire, oui. Je Combien? ne pourrais pas donner les specs, là, mais c'était vraiment plus rapide. 800 contre 1500 au début. Donc, autant au niveau de la copie des cartes ou aussi la conversion finalement des QuickTime dans le bon format, c'était plus rapide, c'était remarquable. J'ai remarqué que vous travaillez, le DOP travaillait avec un petit moniteur HD. Oui. Est-ce que je dois comprendre que l'image était à l'envers? Oui. Il fasse une rig à l'envers? Ben, en fait, c'est ça. Il avait fixé son moniteur à l'envers pour voir son image à un endroit. Mais Donc- l'image, elle se flippe dans Elle le se moniteur flippe dans le aussi. Small HD, mais il peut l'installer à l'envers aussi. OK, donc si vous aviez travaillé sans moniteur. Ben, sur le moniteur de la caméra Panasonic, l'image est à l'envers. Non, mais tu peux toucher. Oui? Oui. C'est Mais- juste dans l'œil de ton. OK. Mais dans le moniteur de référence, Small HD, là, il se met ça confortable pour lui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Votre conversion s'est faite tout de suite en ProRes en partant, je pense. Oui, bien en fait, dans les specs du Log and Transfer, dans le fond, quand on a importé le AVC-HD, on l'a mis directement en ProRes, probablement HQ au 422, donc directement pour travailler dans un bon format. Puis vous avez parlé d'un document de 25 minutes, donc vous aviez combien de rushs? Combien de rushs? On peut regarder pour le fun. Je ne pourrais pas dire le nombre d'heures. En fait, là, ça va être difficile à aller chercher parce que c'est par ville. Question. Je m'en souviens pas. Mais vous n'avez pas eu besoin de faire une résolution plus basse pour. Non, Non, non. On avait la capacité au niveau des disques, donc il n'y avait pas vraiment de problème à ce niveau-là. Puis les ordinateurs aussi le supportaient très bien au niveau du type de fichier, fait que ça a bien été. Puis l'avantage, c'est ça aussi de faire le data wrangling, puis la conversion des fichiers sur le plateau, directement dans les hôpitaux. Mais ça permettait de voir est-ce que mes cartes sont corrompues, est-ce que mes clips sont corrects. Et justement, quand on parlait tantôt des problèmes de luminosité, finalement, au niveau des tournages, que tu peux dire, bien, finalement, telle scène, c'est un peu sombre. La prochaine, tu peux-tu essayer de voir au niveau de l'éclairage, on peut-tu trouver une solution ou pour essayer, dans le fond, d'éviter des problèmes après ça en post-prod. Pour faire plaisir à Mathieu, qui suit tout de suite après le montage. T'es prêt? C'est un lien. C'est un lien.